Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce workshop. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez pas bien. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour Thomas, bonjour Sébastien. Parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Aurélien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés. Bonjour tout le monde, Zacharia. Vous allez bien? Tout se passe bien pour vous? Oui, on s'adapte, c'est vrai. Tout est bon avec vos conseils, on espère encore mieux, de Thomas. Bah écoute, Thomas, nous aussi, on est très ravis d'être là aujourd'hui pour vous donner des conseils et vous aider au mieux. Est-ce qu'on pourra avoir le PPT à la fin de la présentation? Je demande ça de suite. Oui, alors vous pourrez avoir le PPT après la présentation. Si Doug est d'accord. On va le faire avec des chiffres. Alors, très bien, on va démarrer. Merci à tous d'être là. On est vraiment très ravis d'être parmi vous. Merci pour votre temps, le temps que vous allez nous accorder aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important en ce moment, celui de la trésorerie. Je suis Amira de Shine, le compte pro en ligne pensé pour les entrepreneurs, et je suis en compagnie de Patrick et Sarah de Doux, l'expert comptable en ligne des entrepreneurs. Alors chez Shine, on a à cœur d'accompagner les entrepreneurs comme vous, et on est plus que jamais mobilisés pour vous aider à traverser cette crise sans précédent. On va donc vous présenter durant ce workshop des solutions concrètes pour réduire vos dépenses et mieux gérer votre trésorerie. Patrick, si tu veux bien nous présenter. Bon, bah écoutez, bonjour
Merci Amira de cette introduction. Merci à Shine également de nous avoir permis de prendre la parole devant vous, hein. C'est un public qui est commun en règle générale entre Shine et Dux, puisque nous fonctionnons ensemble depuis plusieurs années, hein, puisque nos logiciels sont compatibles. Alors pour définir Dux, bah, je pourrais vous dire la vérité, c'est-à-dire qu'on est les plus beaux, les meilleurs, ceux qui ont la même application, les super conseils et tout ça, mais il paraît que c'est la plus comparative, que c'est interdit. Alors, de façon un petit peu plus sérieuse, en fait, on fait quoi? On est expert comptable en ligne et on introduit deux choses, à la fois une application qui se veut très ergonomique, dans lequel ça vous permet d'avoir votre résultat au fur et à mesure et tous les jours, puisque c'est actualisé en direct. Et puis de l'autre côté, la version conseil, parce que c'est quand même notre cœur de métier. On est expert comptable avant tout, et que ce soit du social, du fiscal ou de la comptabilité, ben, c'est les choses que l'on fait tous les jours et dans lesquelles on essaye justement d'avoir un niveau excellent en la matière. Alors, concrètement, eh bien, aujourd'hui, ben, Shine nous a demandé de collaborer pour ce sujet qui est quand même au cœur aujourd'hui des événements, qu'il faut sauver la trésorerie. Comment doit-on sauver la trésorerie? Et donc, il y a Sarah qui m'accompagne. Alors, Véronique, qui est également mon épouse, qui est également expert comptable, ne participera pas là aujourd'hui, mais de façon très concrète, on est plusieurs experts comptables à travailler sur ces sujets tous les jours. Alors, pour faire très très simple, sauver la trésorerie, on est convaincu en tous les cas que c'est parfois quelques petites astuces, c'est quelques bonnes résolutions qui suffisent pour changer la gestion de toutes les dépenses et pouvoir permettre à la trésorerie de mieux aller. Et donc, du coup, nous, on a vu effectivement les choses en 4 temps. Le premier temps, c'est il faut faire un état des lieux. Et je pense que ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut être très lucide. Il faut d'abord faire un état des lieux. Le deuxième, c'est de préserver la trésorerie. La troisième, c'est de générer de la trésorerie. On va voir tout à l'heure comment peut-on faire. Et puis la quatrième, c'est changer ses habitudes. Et on les a mis un petit peu dans un ordre chronologique parce que ça va du plus facile au plus rapide à des choses qui nécessitent un petit peu plus de temps. Donc, commençons tout de suite par le premier, c'est faire un état des lieux. Alors, à cette étape, allez, il n'y a pas besoin de faire de précipitation, de catastrophique, etc. Il faut simplement rester lucide. Il faut simplement prévoir le pire. Voilà, tout simplement pour vivre mieux. Pourquoi prévoir le pire? Parce que tout simplement, on ne sait pas combien de temps on va rester dans le confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que le déconfinement ira tout de suite avec une reprise de l'activité? On n'en sait fichtre rien et personne n'en sait rien. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que en tous les cas, une entreprise se doit d'avoir de la trésorerie. Et si vous avez trop de trésorerie, il n'y aura pas de problème. Si vous en manque, eh bien là, ça risque d'être véritablement problématique. Hein. Et donc, c'est un peu comme un combat qu'on est en train de mener, n'ayons pas peur. Et un bon soldat, vous savez, c'est un soldat qui vivant. Donc, si vous voulez effectivement que votre entreprise fonctionne, il faut avoir une santé financière. Et c'est justement là où on va en parler. Alors, le premier point sur l'état des lieux, c'est bien évidemment de commencer par le début. Alors, ça a l'air surprenant, mais pour réduire ces dépenses, encore faut-il les identifier. Si vous ne savez pas quelles dépenses vous avez, eh ben, c'est un peu cuit. Et pour lister les dépenses, il y a un truc qui est simple, il y a 3 façons de faire. La première, les 2 premières sont manuelles et la troisième est automatique. La première, c'est bien évidemment de reprendre vos factures et de les classer fournisseur par fournisseur. Alors généralement, vous n'avez pas comme des comptabilités un peu débordantes, je suppose, en tous les cas. Alors, j'ai pas fait la liste d'un peu plus d'une centaine de personnes qui sont avec nous là actuellement, mais ça m'étonnerait que l'un de vous soit le directeur financier de Siemens ou du groupe Orange. Vous avez quand même une comptabilité qui est relativement simple, entre parenthèses, et rapidement, vous pouvez avoir facilement ces factures, soit d'un point de vue numérique, soit d'un point de vue papier, et puis tout simplement de les coller les uns derrière les autres et de commencer par les lister. La seconde façon de les traiter manuellement, c'est de reprendre votre relevé bancaire et puis d'analyser sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le mieux, c'est sur 6 mois, bien évidemment, puisque là, vous avez toute typologie de dépenses. Et puis, la troisième façon, c'est d'avoir une application un peu comme Doux. Je ne vais pas faire de la publicité, mais quand même un petit peu. Et tous les autres qui peuvent le permettre, c'est d'avoir une comptabilité qui soit au jour à jour, le jour, que vous y ayez accès, bien évidemment, et que ça puisse lister par typologie de dépenses. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Donc, premièrement, il faut avoir identifié et classé. Et donc, bien évidemment, sans cela, ça ne sert à rien, puisque si vous le faites de mémoire, eh bien, vous allez passer à côté d'un certain nombre de choses. La seconde, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse, on tombera nécessairement, en tous les cas, sur ce type de poste. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver
nécessairement les assurances, on va retrouver les charges sociales facultatives, les frais bancaires et les honoraires. On verra tout à l'heure, j'en ai d'autres, qui sont juste après, les slides d'après. Mais je rappelle effectivement que sur les assurances, il y a quand même des choses sur lesquelles vous pouvez essayer d'avoir des économies. Il y en a d'autres sur lesquelles faites très attention, n'allez pas vous amuser à les changer. Alors, les assurances, c'est la tarte à la crème. Ce qui est dit, en tout cas, c'est qu'en règle générale, tous les 2-3 ans, si vous vous reposez la question sur les assurances, dans le meilleur des cas, il n'y aura pas d'augmentation. Dans le pire des cas, et dans le meilleur, vous risquez d'avoir encore des diminutions. Je rappelle quand même qu'au niveau des assurances, ce qui est vraiment essentiel, c'est la responsabilité civile, bien évidemment. Ça, c'est le minimum à avoir. Et si vous ne l'avez pas, empressez-vous d'en prendre quand même une, puisque en cas de pépin, c'est du coup à se casser la binette. Et sur les autres, après, ça reste facultatif et on verra tout à l'heure. Deuxième, c'est sur les charges sociales facultatives. Et donc là, j'ai marqué une chose qui est un peu dure, c'est conserver la prévoyance uniquement. Pourquoi? Parce que quand vous avez des charges sociales facultatives ou des assurances facultatives, ça dépend comment, si vous êtes président de SASU ou si vous êtes TNS, et savoir si vous avez pris plutôt par le biais effectivement de charges sociales ou plutôt par le biais d'assurance, et bien dans ces cas-là, ne conservez que ce qui est important. Honnêtement, là, si vous versez des cotisations retraite, c'est pas parce que vous allez verser plus ou moins pendant 6 mois que ça changera votre retraite pour plus tard. Mais ce qui est sûr, en tous les cas, essayez en ces cas-là de les décaler, essayez carrément de les couper si nécessaire et ne voyez que le minimum. Et si vous avez des prévoyances, eh bien, il y a une chose que vous devez impérativement penser, c'est qu'actuellement, la plupart des prévoyances sont assises sur des rémunérations. Or, si vous ne pouvez plus vous rémunérer, ça veut dire que tout simplement, votre prévoyance ne tiendra compte que des derniers salaires. Et si vous vous donnez 0, vous aurez 0. Et donc, changez vos prévoyances, passez-les d'un mode qui était calculé sur des salaires à un mode calcul capital, c'est-à-dire sur 500 000, 1 million d'euros ou autre chose, mais en tous les cas, qui est une déconnexion totale parce que si vous devez moins vous verser de salaire, ça veut dire que vos prévoyances, ça ne vaut plus rien du tout. Donc, pensez à ce genre de choses, coupez quand c'est nécessaire parce que la retraite des bazars, ça verra pour plus tard, et la prévoyance, remodifiez et n'hésitez pas peut-être à regarder. Les frais bancaires, c'est un point, donc on est chez Shine, donc c'est une société qu'on connaît bien, on sait qu'on pratique, qui pratique en tout cas des tarifs hyper doux, on sait parallèlement que vous pouvez être aussi sur d'autres banques. Bon, c'est pas un scoop, les banques ont toujours essayé de gagner un petit peu d'argent à droite à gauche, parfois sur des frais. N'hésitez pas à regarder les frais de façon un petit peu plus détaillée et ne pas hésiter à demander de quoi il s'agit pour essayer de faire quelques économies. Et puis, on se met aussi dans l'eau, les honoraires, n'ayons pas peur des mots. Les honoraires, alors ils peuvent être, bien évidemment, ceux à qui on pense en premier, ce sont les experts comptables. Ça peut être effectivement des avocats, ça peut être pas mal de choses. Et en tout cas là, il faut essayer de réduire votre enveloppe pour avoir la même qualité ou voire mieux. Et donc, nécessairement, quand on a dit tout cela, à un moment donné, il faudra soit avoir des discussions avec vos fournisseurs habituels, soit carrément en changer à un moment donné, parce que la survie de l'entreprise est bien plus importante. Et puis, c'est parfois aussi l'occasion de changer psychologiquement, de braquet. L'autre point, les autres postes qui sont importants, c'est bien évidemment le loyer. Bon, alors là, il y a eu des fantasmes de tous les côtés qui ont été exercés, y compris par notre gouvernement, où à un moment donné, on se posait la question si les loyers allaient être payés ou pas. Bon, concrètement, la seule chose que vous pouvez véritablement faire, c'est l'entretien avec un bailleur. Alors, pour ceux qui ont des commerces, notamment, il a été question là que certains avocats commencent à émettre l'idée que le fait que le bailleur ne puisse plus effectivement proposer quelque chose fait que quelque part le loyer n'est plus dû. Bon, là, on sent que c'est parti vers des combats un petit peu plus importants d'un point de vue juridique. On verra un petit peu ce que ça donnera. L'autre point, c'est la rémunération. Et donc là, qu'est-ce que j'ai marqué en priorité? C'est de prendre votre compte courant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, en France, pour valider ces 4 trimestres, il suffit d'avoir 600 heures de SMIC. Alors, 600 heures multipliées par 10 euros et des bananes, ça fait à peu près 6 500 euros dans l'année. Et essayez de vous donner cette somme-là, ça vous permettra de valider votre trimestre de retraite. Si vous donnez un petit chouïa de plus, ça évitera de payer la taxe PUMA. Et donc, si vous avez des comptes courants sur votre société, essayez de les prendre plutôt que de prendre des salaires, puisque si vous prenez des salaires ou que vous prenez des revenus en tant que gérant majoritaire, vous allez vous retrouver avec une situation
où vous allez générer des charges sociales. Alors certes, les charges sociales, on n'a pas besoin de les payer, mais après, rapidement, il va falloir les payer. Et là, je suis en train de vous dire des choses pour essayer justement de limiter et les charges sociales et les charges patronales et tout ce qui est lié justement aux impôts, de telle façon à limiter, puisque ce que vous n'aurez pas payé en charges sociales et pas en charges patronales, vous n'aurez pas payé non plus l'impôt sur le revenu. Donc, soyez créatifs. N'oubliez pas votre compte courant, s'il y en a un. N'oubliez pas de prendre vos indemnités kilométriques si vous devez en avoir. N'oubliez pas que certaines charges, peut-être que vous aviez tendance à payer à titre personnel, mais qui finalement devraient être payées par la société. Je pense au téléphone, je pense à l'Internet, etc. Essayez de les mettre dans la société et prenez-vous moins d'argent, histoire effectivement de soulager votre société. Je pense que ça, c'est un point qui est super important. Qu'est-ce que j'avais à dire de spécial? Une fois qu'on a parlé de rémunération, bien après on arrive à une sorte des impondérables. Alors c'est l'EDF, les fournitures de bureaux, etc. Bon, là je suis très mitigé dans le sens où après il faut quand même pas se voiler la face. Si c'est pour économiser 2,50 €, bah, vous avez peut-être d'autres choses à faire que de passer 3 heures pour traiter ces 2,50 € et peut-être plus vous lancer à faire du business. Alors, c'est pas l'objet, là, bien évidemment, de notre réunion, hein, mais il faut pas baisser les bras, il faut rester effectivement très actif pour justement essayer de chercher du business. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il faut chercher de prendre EDF parce que vous avez une consommation qui vous coûte 50 € par mois et puis tomber à 45, franchement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que j'ai mis les postes pour étaient les principaux, mais il n'empêche que c'est pour ça que j'ai marqué quelques plus impondérables, parce que tout dépend après l'activité que vous avez par ailleurs. Donc, voilà le point qui était ultra important et qui était sur l'état des lieux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là sur cette première partie avant qu'on aborde la seconde, je ne pense pas, sur préserver la trésorerie. Quelqu'un voulait prendre la parole pour... on verra tout à l'heure, peut-être. On verra tout à l'heure. Alors, préserver la trésorerie. Eh bien là, on va passer à autre chose. Préserver la trésorerie, tout à l'heure, on était dans l'état des lieux et maintenant, on va essayer de préserver la trésorerie. Préserver la trésorerie, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que là, on a fait l'état des lieux et on va se poser la question de comment fait-on maintenant pour essayer de préserver toute la trésorerie. Alors la première, alors on va pas faire un cours total dessus, on a fait des workshops également de notre côté au niveau de Doux, et on continue bien évidemment d'en faire, c'est de bénéficier des délais de paiement pour les charges sociales et fiscales. Alors aujourd'hui, de façon très claire, tout ce qui est TNS, ça a été reporté, tout ce qui a été des cotisations, que ce soit les revenus salariales et les charges patronales, ça a été reporté. La seule chose qui n'a pas été reportée, c'est l'impôt sur le revenu, qui n'a pas été reporté, et puis la TVA, pour partie, j'aurais tendance à dire, puisqu'il y a une espèce de calcul savant qui a été fait un peu comme avant, mais il faut quand même verser quelque chose. Bon, voilà, c'était les principes, mais en tous les cas, c'est un gros système qui a été fait. Donc, IS, ça a sauté, enfin, ça a sauté, plus exactement, c'est reporté, et les charges sociales et les charges patronales, c'est reporté également. Et puis, la deuxième mesure, et donc ça, c'est immédiat, c'est simple, c'est immédiat, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de demander à votre expert comptable, il suffit de faire 2-3 choses et c'est ultra simple. Et donc ça, c'est efficace et j'aurais tendance à dire que même si vous avez les moyens de le faire, eh bien, ne payez pas. C'est pas très solidaire, hein, ce que je dis, je l'avoue, mais comme on ne sait pas dans combien de temps on va sortir de cette situation, je pense qu'en tous les cas, ça mérite de bien réfléchir pour essayer de conserver, de préserver sa trésorerie. Le deuxième, c'est demander la mise au chômage partiel. Donc, c'est un document qui est relativement simple à faire. Il faut demander la directe. Tout se passe sur Internet. C'est simple. Alors, j'ai marqué que c'est complexe. Alors, complexe sur un point, c'est qu'il faut quand même trouver les motifs. On ne va pas mettre les gens au chômage partiel parce qu'on a une activité. C'est parce que l'activité est tombée. Alors, soit elle est totalement tombée comme les restaurants. Donc là, c'est automatique. La directe vous dit pas de souci. Soit vous êtes dans une situation de prestataire de service et puis vous avez des salariés. Ça ne marche pas. Je rappelle quand même que le chômage partiel ne touche que les vrais salariés. Quelqu'un qui est président de sa SAS ou gérant de sa SRL ne peut pas en bénéficier, ce n'est pas possible. Alors comme ça, c'est vite réglé. Mais pour ceux qui ont des salariés, la mise au chômage partiel avec une bonne motivation, envoyer la directe est relativement simple. Court terme, j'ai pas mis Bitia, puisque actuellement, la directe a tendance
à mettre 15 jours pour pouvoir vous répondre. C'est quand même assez rapide, d'autant plus qu'ils peuvent le faire avec effet rétroactif à plus de 30 jours. Donc c'est juste fantastique. Et puis, la demande en mise au chômage partiel fait que quelqu'un qui est salarié au SMIC va toucher intégralement son salaire, et pour l'employeur, ça coûtera très exactement zéro. Troisième grand point, c'est demander à la banque un report des échéances de crédit professionnel. C'est-à-dire que si vous êtes une société civile immobilière, actuellement, vous pouvez reporter de 6 mois votre emprunt avec un claquement de doigts, c'est aussi simple que cela. Et puis quand on a des crédits professionnels, on peut le faire. Alors j'ai marqué moyennement complexe parce que il faut déjà avoir son correspondant au niveau bancaire pour l'emprunt, et puis court terme parce que c'est pas immédiat, ça se fait bien évidemment le coup du mois d'après. Bon, ça, on était dans la préservation de trésorerie, et on va passer à la... Et je passe pas à la troisième étape, ça y est, il y a des questions qui arrivent. J'étais un petit peu lancé. Je me permets d'intervenir parce que je crois qu'il y avait une question de Cédric concernant le coworking. Alors, concernant le coworking, Cédric, c'est un loyer, donc c'est comme un loyer. Donc là, il faut naturellement, il n'y a pas de mesure de report de loyer avec les bailleurs qui est réalisé pour l'instant par l'État. Donc malheureusement, il faut essayer de négocier avec eux et d'essayer de voir s'il est possible de reporter certaines échéances. Mais il n'y a rien d'obligatoire pour les entreprises privées d'accorder des délais de paiement ou de suspendre des loyers. Malheureusement, il n'y a rien d'obligatoire. Donc là, faut vraiment, c'est une question de négociation. Ensuite, j'ai cru voir qu'il y avait une question de Marianne. Est-ce que les régularisations 2019 de CIPAV et d'URSSAF peuvent être également reportées? Alors oui, Marianne, alors ça a toujours existé et ce n'est pas lié au Covid-19. Vous avez la possibilité de réajuster vos cotisations sur votre rémunération réelle. Donc naturellement, si elle baisse, vous avez la possibilité de demander une baisse de vos échéances sociales et donc un recalcul de vos échéanciers. Donc ça, vous pouvez le faire en contactant directement la CIPAV ou en vous connectant directement sur le site de l'URSSAF. Alors là, ce qui est spécial pour le Covid-19, c'est que vous avez la possibilité également de demander des délais de paiement. Et là, il n'y aura ni intérêt de retard, ni pénalité. Et pareil, je vous conseille de vous connecter à vos espaces en ligne et de faire ces demandes via vos espaces en ligne. Tout est prévu pour. Je me permets également d'intervenir par rapport à la question une question qui a été posée sur ce que fait Shine en ce moment pour vous, pour pouvoir accéder à des prêts, à des solutions financières. Donc, on a un partenariat avec Mansa. Donc, un de mes collègues est en train de partager en ce moment le lien pour pouvoir accéder à cette offre. Et nous sommes également en train de discuter avec BPI France pour vraiment envisager toutes les solutions dont vous pouvez bénéficier. Donc, pas d'inquiétude, on est en train de vraiment travailler dessus. Voilà. J'en profite, Cédric, qui pose une question. Même pour un assimilé salarié président, le chômage partiel, non, ça ne fonctionne pas. Qu'on soit très très clair, à partir du moment où on est président, le fait d'être assimilé salarié n'amène strictement rien du tout, parce que par définition, vous êtes en dehors de Pôle emploi. Alors il y a quelques cas ultra rares où notamment les gens ont fait un dédoublement du contrat de travail. C'est principalement des gens qui avaient toujours été directeurs sans être président. Un jour, ils deviennent présidents, ils font une demande d'emploi, ils ont 2 bulletins de salaire séparés, et ils cotisent à Pôle emploi de l'autre côté, et de l'autre côté, ils ne cotisent pas. À part ça, et honnêtement, sur les présidents de SASU, c'est fondamentalement, j'en ai jamais vu. Comme ça, au moins, c'est vite réglé, c'est quasiment impossible. Alors, je crois qu'on a fait le tour, donc je te laisse continuer, Patrick. Super. Alors, on va parler de la troisième partie qui est générer de la trésorerie. Donc, générer de la trésorerie. Donc, on a fait le cas de l'état des lieux. On s'est posé la question de la façon dont on devait préserver. La question de... La première, c'est de tenir le fameux PG. Ça, je crois que c'est un formidable outil. N'ayons pas peur. Là, je pense que l'État a pris une sacrée mesure. Alors, vous savez que ce mesure de PGE, ça touche
trois typologies d'entreprises. Il faut avoir une activité économique. Hein. Ça veut dire que de façon très claire, les associations sans but économique en sont totalement écartées. Les boîtes qui sont en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, en dépôt de bilan ne sont pas concernées non plus. D'ailleurs, ce qui soulève une difficulté parce que certaines allaient sortir du redressement judiciaire. Manque de bol, pouf, les tribunaux sont fermés et là, du coup, ils peuvent plus fonctionner, mais elles sont sorties. Et puis, les établissements de crédit qui ne peuvent pas non plus y avoir. Mais pour toutes les autres, eh bien, c'est bon. C'est-à-dire, les sociétés commerciales, les sociétés qui ont, on sait, par exemple, artisanales, agricoles, associations avec un but économique cette fois-ci, tout le monde a droit à ce fameux PGE. Et donc, il y a trois façons de l'avoir. Soit vous êtes une entreprise dite innovante, et dans ces cas-là, vous avez droit jusqu'à 2 années de la masse salariale. Et si vous n'êtes pas innovante, dans ces cas-là, on prend l'exercice 2019 et c'est 25% du chiffre d'affaires. Et pour toutes les sociétés qui ont été créées après le 1er janvier 2019, c'est un montant qui est soit sur la masse salariale, soit plutôt estimé sur le chiffre d'affaires. C'est un calcul un petit peu bizarroïde et même APPI actuellement est un peu en difficulté dessus. Certaines banques sont pas très à l'aise dessus. Mais sachez en tous les cas que ça existe. Mais dans tous les cas de figure, ça ne pourra toucher que des entreprises si elles ont été créées après le 1er janvier 2019, qui ont déjà eu du chiffre d'affaires ou qui ont déjà eu la masse salariale. Parce que s'il y a un nom, ni l'un ni l'autre, eh bien, ça fera un double zéro en la matière. Donc, le PGE, un prêt garanti par l'État, c'est un système fabuleux qui vous permet, en fait, avec votre banque, de pouvoir fonctionner ensemble. Et c'est la BPI qui cautionne via l'État à hauteur de 90% de la somme. Donc, c'est quand même assez fabuleux. Néanmoins, votre banque n'est pas obligée de vous l'accorder. Et si elle ne vous l'accorde pas et que vous estimez que c'est anormal, dans ces cas-là, il y a le médiateur de crédit pour que vous pouvez immédiatement appeler pour justement qu'il puisse s'en mêler. Alors, d'habitude, c'était sous 48 heures que tout était fait. Bon, désormais, avec le Covid-19, je crains effectivement que ce délai soit bien plus important. Mais en tous les cas, actuellement, le médiateur de crédit, via la Banque de France, essaye de faire un travail fabuleux en la matière. Et puis le deuxième grand point pour justement générer de la trésor, eh bien, c'est obtenir la fameuse aide forfaitaire de 1 500 €. Bon, c'est pas nécessairement le plus simple parce que là, il faut être déjà dans une situation où on perd 50% de son chiffre d'affaires. C'est quand même relativement complexe. Il y a quand même des choses qui sont plus dures à mettre en route et en tous les cas, ça touche pas toute typologie d'entreprise. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Georges, oui, j'ai oublié de préciser que ces PGE sont valables jusqu'au 31/12/2020. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour pouvoir y prétendre. Je sais que beaucoup de banques désormais sont dans une sorte d'obligation sous les 5 jours, je crois, elles se sont engagées, enfin les banques traditionnelles se sont engagées sous les 5 jours pour pouvoir y répondre. Ça oblige quand même de la part de l'entrepreneur à répondre à un petit questionnaire qui n'est pas le plus compliqué en tant que tel, mais éventuellement de faire un prévisionnel. Ils vont quand même analyser la situation pour savoir si l'entreprise allait bien avant le problème du Covid-19. Parce qu'une boîte qui était proche du dépôt de bilan, de façon très sincère, je ne suis pas persuadé qu'elles iront lui octroyer un PGE, même si l'État est derrière. Et d'ailleurs, il y a quand même un point qui ne trompe pas. L'État a dit que après le PGE, la somme de l'emprunt devrait être supérieure auparavant. C'est-à-dire que l'État ne veut pas substituer d'anciens emprunts, d'anciens prêts ou des découvertes bancaires par le PGE. L'État veut vraiment que cet argent serve exclusivement aux entreprises qui rencontrent des difficultés. Donc, pour répondre à Georges, la réponse est vous avez encore le temps, y été, et vous aurez droit à le faire jusqu'au 31/12/2020. Je crois vous avez droit 2 fois pour pouvoir le faire. Donc, vous pouvez demander la moitié d'un côté et l'autre moitié ensuite. Voilà, Arnaud, effectivement, qui pose la question, pourquoi c'est complexe et immédiat? Parce que obtenir l'aide forfaitaire de 1 500, encore faut-il répondre aux critères. Ça, je pense que c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si vous êtes pendant les critères de baisse du chiffre d'affaires, vous n'y aurez pas le droit. Or, les entreprises qui aujourd'hui sont touchées, si vous êtes touché, je sais pas moi, à 30 ou 40% de votre chiffre d'affaires, c'est pas une situation très agréable pour l'entreprise. Ça peut la mettre par terre.
mais pour autant, vous ne rentrez pas dans cette fameuse aide. Et puis, les 1500 €, c'est pas ça qui va vous permettre, effectivement, de vous en sortir pleinement. C'est une aide, mais en aucun cas, ça peut se substituer. Et immédiat, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide à obtenir une fois qu'on rentre dans les critères. Sarah, Oui, tu voulais me oui, dire je autre vais, je vais répondre à certaines questions. Là, je vois, j'ai une question de Melvin. J'ai demandé l'aide de 1500 € en date du 31 mars. Je n'ai toujours rien perçu et je n'ai eu aucune réponse. Alors là, oui, je vous confirme, c'est pas normal à mon avis. C'est que, est-ce que vous avez fait correctement la demande jusqu'au bout? Là, je pense qu'il faudrait contacter votre service des impôts parce que normalement, là, moi, j'ai déjà eu des entreprises. Nos entreprises le touchent en général sous 7 jours. Ceux qui avaient fait la demande le 1er avril l'ont reçu une semaine après. Donc là, moi, je vous conseille de vous rapprocher rapidement de votre service des impôts. Alors, Pierrick, bonjour, nous sommes en SAS, nous avons demandé l'aide de 1500 €, mais aucune réponse. Bon, je le conçois. Alors, sachez que ça demande à minima 7 jours, hein, entre 7 et 10 jours, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous avez demandé cette aide. Nous nous sommes donc tournés vers la TVA. Oui, donc si vous êtes en crédit de TVA, vous avez la possibilité de demander un remboursement de crédit de TVA. Donc là, pareil, normalement, en temps normal, ça va dépendre si vous avez déjà demandé un remboursement de crédit au préalable. En général, les premières demandes de remboursement de crédit de TVA, c'est sous 3 mois. Hein, ça arrive le temps qu'ils fassent des demandes d'information, des demandes de facture. Donc malheureusement, là, je pense que ça peut être un petit peu plus long que l'aide de 1500 €, malheureusement. Alors, je suis en profession François, je suis en profession libérale. J'ai demandé hier un report de 6 mois du remboursement de mon emprunt immobilier pour mon appartement. Mon banquier veut me faire payer des frais proches de 1 000 €. Alors, François, donc les dispositions que vous a exposées Patrick, là, notamment sur les reports d'échéance, et cetera, ça concerne les prêts professionnels. Pour vos prêts, bien sûr, particuliers, vos contrats, il faut aller voir vos contrats cette fois-ci, hein, parce que souvent, il est possible de moduler ces échéances ou de faire des reports d'échéance également dans les contrats personnels. Toutefois, là, oui, il y aura des frais et ça ne m'étonne pas que vous ayez des frais, sachant que les intérêts, hein, seront toujours dus pendant la période intercalaire où vous ne rembourserez pas vos échéances. Alors, quelles sont les solutions pour les présidents qui sont salariés de SASU et dont la trésorerie est quasiment nulle? Alors, je pense que Patrick vous a déjà exposé certains points là pour obtenir justement des prêts relais. Alors, si vous avez des enfants, il vous reste toujours l'arrêt, j'ai envie de dire, maladie, hein, mais faites attention parce que si vous prenez un arrêt pour garde d'enfants trop long, vous ne pourrez pas percevoir à la fois des indemnités journalières au titre de cet arrêt garde d'enfants et à la fois l'aide de 1500 €, hein, donc il faut faire attention. Mais pour le coup, à part des prêts de trésorerie, je ne vois pas ce que vous pourriez demander d'autre ou un arrêt, pareil, maladie pour garde d'enfants si vous pensez que ça risque d'être long et si vous vous rémunérez, hein, parce qu'attention, en tant que président de SASU, pour percevoir des indemnités journalières, il faut naturellement se rémunérer un minimum de l'ordre de 1 700 € brut par mois. Et Marianne, bonjour, est-ce que les régularisations 2019 CIPAV et URSSAF peuvent être également reportées? Pour l'instant, dans les décrets d'application qui sont sortis, la régularisation n'est pas encore concernée. Hein. Par contre, à l'inverse, si votre régularisation va certainement être un remboursement, hein, si vous avez trop payé d'acompte, là, naturellement, à partir de début de cette semaine, vous aviez la possibilité de faire votre déclaration annuelle sociale en ligne et avoir une régularisation s'il s'agit d'un remboursement de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc faut peut-être regarder le sens de votre régularisation et voir si c'est intéressant pour vous de la demander rapidement. Alors, je remonte pour voir si j'ai fait à peu près le tour. On a Arnaud qui aimerait des petites précisions par rapport à la case complexe et immédiat, qui ne comprend pas ce que ça insinue. Donc, si on pouvait juste revenir sur cette petite partie. Oui, alors j'en avais parlé, mais c'est l'esprit, c'est l'idée même que cette aide forfaitaire, elle est quand même complexe à mettre en œuvre dans le sens où il faut avoir le bon pourcentage de baisse de chiffre d'affaires. J'ai vu une question tout à l'heure, peut-être dans le chat, où j'ai une personne qui a 47% de perte par rapport à l'année dernière. Bon, ben voilà, typiquement, c'est ce en quoi je veux dire c'est complexe, c'est ça, très exactement. Et immédiat,
immédiat dans le sens où ça met à peu près 15 jours pour pouvoir le faire. Alors, c'est vrai que j'aurais pu utiliser court terme, mais c'est toujours très difficile, effectivement, d'utiliser. Certaines personnes peuvent l'avoir en 10 jours et d'autres, ça va mettre un peu plus de temps pour des raisons qu'on ignore complètement, parce qu'ils ont peut-être pas mis le bon RIB, peut-être que ça n'a pas été au bon service. Il peut y avoir plein d'explications en la matière. Et oui, je confirme que c'est bien le RIB Pro qu'il faut donner. Ce n'est pas le RIB personnel. L'aide, elle est pour l'entreprise, elle n'est pas pour le dirigeant. Même si ça se fait par votre espace particulier. Je sais que c'est un petit peu, c'était pas très cohérent, cette aide de 1 500 €, il faut la demander par votre espace particulier. Par contre, il faut bien renseigner votre RIB professionnel. Je pense qu'on arrive au bout. Ouais. Alors, on y va. Quatrième et dernier volet, c'est changer ses habitudes. Changer ses habitudes. C'est pas le plus simple. On dit qu'il faut 30 jours à peu près pour changer une habitude. Si on fait 30 jours de suite quelque chose, et bien après, ça devient une habitude. Alors, la première, je sais que c'est pas nécessairement le meilleur moment pour pouvoir le faire, mais encore faut-il le marquer, c'est facturer de suite. Ça a l'air idiot, mais aujourd'hui, trop de personnes attendent de pouvoir facturer, ils ne demandent pas des acomptes, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc la première, le plus simple, c'est d'utiliser une application de facturation. Je pense que ça, c'est un des points, plutôt que de bricoler avec Excel ou avec un tableur ou avec un Word ou je ne sais quoi, essayer d'utiliser systématiquement une application de facturation. Et je pense que ça, c'est la meilleure des choses à faire. Et facturer de suite, parce que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous facturez, par exemple, tous les mois quelque chose et que ça arrive en fin de mois, n'attendez pas le 5 pour pouvoir facturer dès le 28, c'est beaucoup plus simple. Relancer les factures non payées, ça a l'air tellement évident, mais combien de fois on entend parfois les gens qui disent « ouais, mais j'ai pas envie d'avoir une situation commerciale envenimée parce que j'ai demandé l'argent. Non, je suis désolé, une facture qui doit être payée, elle doit être payée, et la question, c'est comment l'habitude, une fois tous les mois ou une fois tous les 15 jours, relancer, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis le troisième, c'est proposer le paiement des factures en ligne. Je pense que ça, c'est un des points importants. Si vous avez notamment un abonnement, vous vendez des abonnements, demandez effectivement à ce qu'il y ait un prélèvement qui se fasse d'office ou qu'un virement soit mis en route et qu'il n'y ait plus d'échange de chèques, de bazar, etc. On voit très bien que quand la poste, elle se met en vrac comme c'est actuellement, alors elle n'est pas en vrac complètement, mais aujourd'hui, pour vous situer, Doux, on vient une fois par semaine au bureau, pas plus. Une personne vient une fois pour relever le courrier, un courrier où il y a une fois ou deux de dépôt de courrier dans la semaine. C'est fini puisque les entreprises ont été quand même un petit peu éjectées du monde de la poste. Donc bon, il n'y a rien de dramatique, mais il faut y penser. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel et il faut y penser. La deuxième, ça c'est plus long terme, ça vous pouvez le mettre immédiatement. La deuxième, c'est aujourd'hui votre statut juridique et social. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Car je pense que personne ne sait combien de temps ça reprendra. Et donc, si aujourd'hui vous êtes en SASU et que vous percevez Pôle emploi et tout ça, c'est sans doute l'une des meilleures formes juridiques. Mais peut-être qu'à la fin de la deuxième année, quand vous allez avoir peut-être envie de commencer à vous payer, peut-être qu'il faut rebasculer dans une cas d'une SRL, histoire de réduire franchement votre coût de charge. Je rappelle, pour faire très simple, pour avoir 100 € net quand vous êtes en SASU, ça coûte 87 € de charge sociale et 46 quand on est gérant majoritaire de SRL. Donc, il faut peut-être y penser. Et puis, bien évidemment, prendre une prévoyance, parce qu'on n'a pas quand même non plus les mêmes prestations sociales. Mais pensez, travailler avec un courtier d'assurance ou avec un assureur, travailler avec un expert comptable dans la phase de la réflexion ou en tous les cas la phase dans laquelle il peut y avoir une simulation. Réfléchissez éventuellement au passage à l'impôt sur le revenu si vous êtes en SASU, c'est valable 5 ans. En tout cas, il ne faut pas nécessairement rester ancré sur une structure juridique qui risque non seulement de vous coûter cher, mais de surcroît, de ne pas vous amener tous les avantages que vous souhaitez. Donc, être en société, c'est une excellente chose, mais il y a un panorama qui existe et il faut en profiter. Bien évidemment, ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose qui aura un effet immédiat, mais c'est des choses, en tous les cas, qui peuvent se creuser parce qu'il y aura un effet dans 3 mois, 6 mois, si vous commencez notamment à vous rémunérer. Et passer de SASU en URL, c'est très simple, pas de commissaire aux apports, il y a un petit coup à mettre au début, mais c'est déjà payé dès le premier mois de cotisation. Et puis, ce que je marquais aussi, c'est rémunérez-vous différemment. Alors, bon, j'aurais pu vous parler
du salaire, je peux vous parler des dividendes, je peux vous parler des notes de frais, des indemnités kilométriques, je peux vous parler de l'épargne salariale également, qui est très en mode, avec les contrats d'intéressement, avec les plans d'épargne entreprise, etc., qui vous permettent de générer du cash sans en avoir à sortir de charges sociales et patronales. Je pense que c'est des sources, en tous les cas, qui doivent vous permettre, c'est-à-dire que quand on est dans des moments aussi stressants que ceux que nous vivons actuellement, eh bien, il faut voir le côté positif des choses. Ça vous oblige quelque part à regarder et à prendre d'autres habitudes, ne pas travailler de la même façon pour justement mieux vivre. C'est-à-dire que là où vous étiez peut-être en première classe en ligne TGV, bah, peut-être que vous serez en seconde classe, mais vous irez du point A au point B comme d'habitude. Eh bien, la structure juridique, la rémunération, le choix des fournisseurs, des prestataires, ça en fait partie, c'est exactement la même chose. Donc pensez bien à ce genre de choses. Et puis le troisième volet, c'est quelques mesures. Moi, je sais qu'actuellement, on vit dans un monde aujourd'hui où le salariat, ça semble être un petit peu le truc extraordinaire, ce que j'arrive à comprendre aisément parce que on est en France, on a été élevé comme ça. Mais quand vous regardez bien, il y a de plus en plus de freelance. Et si il faut mieux payer un freelance un peu plus cher et ne pas prendre un salarié, parce que quand on arrive dans des situations un petit peu complexes, dans lesquelles je sais que quand on va redémarrer, eh bien, on sait qu'on va avoir peut-être quelques soubresauts. Et si votre activité commence à bien marcher, essayez de prendre plutôt un freelance dans un premier temps, histoire que si ça retombe, vous ne vous retrouvez pas dans une situation un peu catastrophique. Deuxième autre point, ça a l'air totalement évident, mais ça l'est absolument pas, c'est piloter votre entreprise. Quand je dis piloter votre entreprise, c'est d'avoir des informations fraîches. Donc là, je suis pas en train de dire, bah voilà, il faut faire avoir telle solution comptable ou autre, mais essayez d'avoir quand même une vision à la fois sur votre trésor. Alors, bon, c'est super simple avec Shine, hein, vous l'avez en direct, et essayez d'avoir aussi d'autres informations. Quel sera votre résultat? Comment ça va se passer, etc. C'est des informations qui sont quand même capitales pour essayer de piloter un petit peu à vue, au moins au jour de tous les jours. Et puis, le troisième grand point, bon, ça, je pense que le coronavirus va nous permettre d'accélérer, on va dire, notre économie de 5 années. Alors, pas au niveau chiffre, pas au niveau argent, qu'on soit bien clair, mais au niveau du comportement. Je pense que ça en prenait rapidement le chemin, mais on va de plus en plus pour digitaliser les entreprises. Digitaliser les entreprises, ça ne veut pas dire simplement d'avoir effectivement son compte bancaire de façon digitale plutôt que d'avoir un rapport papier, mais ça y participe bien évidemment. C'est aussi, bah, vous voyez, on fait un webinar, on ne se voit pas physiquement, mais on se voit à travers Internet. C'est ça très exactement. Donc c'est-à-dire une application de facturation, une application pour récupérer vos données bancaires, ce qui est le cas avec Shine, quelque chose en tous les cas qui participe avec les outils numériques de demain. Et ça, le coronavirus, vous allez voir, va nous faire gagner 5 années parce que de façon très concrète, il va falloir gagner du temps puisque les rapports entre les humains se passeront peut-être différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins bons, ils seront certainement un petit peu plus virtuels et un petit peu moins physiques, mais quelque part, ça accélère le processus que l'on connaissait déjà et qui est en train de prendre un peu de tous les côtés. Avant d'arriver à la conclusion, il y a des questions? Oui, alors il y a une question de Geoffrey. Je suis salarié gérant associé minoritaire et je dois à l'aide des 1 500 €, même si je suis au chômage partiel. Alors, Geoffrey, alors déjà, il y a quelque chose qui est un petit peu incohérent dans ce que vous venez de m'annoncer, c'est que vous êtes gérant et que vous êtes au chômage partiel. Parce que je rappelle, le chômage partiel, normalement, ne concerne que les personnes qui ont un contrat de travail. Donc, un contrat de travail, il faut avoir un lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Alors, je suis assez étonnée qu'en étant gérant d'une société, vous puissiez à la fois avoir un contrat de travail. Alors, ça peut être le cas, c'est possible dans certains cas, mais il faut vraiment arriver à démontrer la différence entre vos fonctions techniques et vos fonctions de dirigeant. Donc là, moi, je dis attention, attention. À mon avis, il aurait fallu faire un questionnaire au Pôle emploi pour vérifier si vous étiez habilité à cotiser auprès de l'assurance chômage. Et je ne pense pas. Si vous la faites, à mon avis, surtout dans les petites sociétés, en général, ce n'est jamais le cas lorsque vous êtes gérant. Mais bon, là, vous avez eu le droit au chômage partiel. Mais oui, vous pouvez également avoir l'aide de 1 500 €. Et l'aide de 1 500 €, hein, je rappelle, ce n'est pas une aide qui vous est donnée à vous en tant que personne physique, mais qui est donnée à la société. Hein. Voilà. Sarah, juste un petit point. Il se peut
que le dirigeant qui vient d'annoncer qu'il était gérant, il s'est peut-être octroyé des bulletins de salaire alors qu'il ne devait Oui, pas. c'est ce que je pense. Et il faut savoir que Pôle emploi encaisse l'argent, ne pose strictement aucune question, zéro question. Mais si un jour ils s'aperçoivent que vous n'y avez pas le droit, premièrement, ils vous redemanderont l'argent qu'ils vous ont versé pour le chômage partiel, ça c'est sûr et certain, ça je peux vous garantir. Deuxièmement, ils vous restitueront 3 années grand maximum de Pôle emploi. Troisièmement, ils ne vous restitueront pas la totalité de la sécurité sociale. Par contre, ils vont vous demander les cotisations que vous auriez dû avoir au RSI, enfin la sécurité sociale des indépendants, CIPAV et compagnie. Donc, très attention dessus. Là, il faudrait après rentrer, mais je pense que là, Sarah a tout à fait raison de noter ce point qu'a priori, vous n'êtes pas dans une situation tout à fait normale. On va dire ça comme ça. Alors ensuite, Gilles, pourriez-vous revenir sur les façons de varier la rémunération? Alors, oui Gilles, tout à fait. Donc comme l'a dit Patrick, hein, vous avez, la possibilité, soit de vous pour obtenir de la trésorerie à titre personnel, soit de vous allouer une rémunération naturellement, mais là ça va vous coûter des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Mais vous avez également la possibilité de peut-être vous rembourser des notes de frais, vous rembourser, des comptes courants d'associés que vous auriez. Et là, cette partie-là n'est pas soumise à impôt et n'est pas soumise aux cotisations sociales, par exemple. Vous avez également peut-être la possibilité de vous verser un dividende qui serait peut-être plus avantageux, par exemple, dans le cadre d'une SASU. Voilà, donc il y a différentes manières et différentes hypothèses à retenir pour essayer de pouvoir récupérer un petit peu de trésorerie de son entreprise sans que ça lui en coûte trop. On a eu également une petite question qui est passée par rapport aux factures qui tardent à être payées. Alors, quels sont les recours possibles, les solutions? Alors, il y a des solutions d'affacturage hein, qui peuvent exister naturellement, qui peuvent être mises en place. Par contre, c'est assez coûteux, hein, je préviens tout de suite. Après, naturellement, je pense que ce qu'il faut faire, c'est un travail de relance, naturellement. Hein. Vous pouvez également passer par des huissiers, hein, si vous voulez vraiment, mais d'abord, faites d'abord vos relances traditionnelles. En courrier recommandé, c'est possible, vous pouvez le faire en ligne par la poste, même si je pense que ça, vu le télétravail et vu la situation actuelle, ça va être un petit peu compliqué. Sur Shine, c'est possible de le faire automatiquement. Donc aujourd'hui, il y a des relances qui sont faites de manière automatique et qui sont pas mal. Voilà, donc Mais il n'empêche que oralement, il faut y penser également. Téléphoner, c'est quelque chose de très important. Hein, et c'est bien que l'application Shine permette de relancer automatiquement. Je trouve ça super parce que ça permet de donner un support au moment de le prendre au téléphone, la personne disant attendez, je vous ai envoyé déjà 2 relances, maintenant il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Mais il ne faut pas lâcher, hein, certainement. Il ne faut pas lâcher. On arrive à la fin de ce workshop. Alors, les dernières questions, si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez surtout pas. En ce qui concerne les questions que vous avez eues par rapport à Shine, vous pouvez directement les poser au support, donc on pourra vous répondre directement là-bas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Patrick, il nous dit, quand vous dites l'argent de l'aide est pour la boîte et pas pour nous, donc il est auto-entrepreneur, il étudie Shine en compte pro. Naturellement. Alors oui, naturellement, cette aide, c'est une aide qui est professionnelle, qui est défiscalisée. Donc, je rappelle, vous n'aurez pas l'obligation de la déclarer sur vos déclarations de chiffre d'affaires, hein, mais vous pouvez l'utiliser naturellement parce que là, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes sous le statut de l'entreprise individuelle et donc il n'y a pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Donc là, vous pouvez l'utiliser naturellement. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sarah. Est-ce qu'il pourra quand même transférer l'aide qu'il va recevoir sur son compte personnel? Bien sûr, tout à fait. C'est tout à fait possible. Oui. Mais par contre, il faut bien être sûr qu'elle arrive d'abord sur son compte pro. Hein. Il est censé avoir renseigné son RIB pro. Mais après, bien sûr, il peut se faire un virement sur son compte perso, naturellement. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas, c'est le moment. Hein. Alors, j'ai une autre question. Fallait-il, en tant qu'assimilé salarié, se verser 1 700 € brut
Je ne sais pas si… Alors, je pense que là, c'était lié aux indemnités journalières. Oui, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est pour toucher des indemnités pour l'arrêt garde d'enfants, hein, l'arrêt maladie pour justement garder ses enfants. Donc là, oui, il faut à tout prix se verser 1 700 € brut par mois pour justement pouvoir bénéficier des indemnités journalières, parce que les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire versé. Ok, très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres… Oui, pardon. Ah, si, j'en vois deux, on va y répondre très rapidement. Nadia qui pose une question, si nous avons plusieurs sociétés, peut-on faire plusieurs demandes? La réponse est oui, s'agissant le PGE. Par contre, et donc PGE, et puis alors, toutes les demandes peuvent être bien évidemment faites. Par contre, si on est pour la garde d'enfants, c'est une seule fois qu'on peut le faire. On ne peut pas le faire à toutes les sociétés, hein, bien évidemment. Hein. Et puis pour le fonds de solidarité, je rappelle, hein, le fonds de solidarité ne peut être demandé que par les sociétés qui ne sont pas contrôlées par d'autres. Hein. Donc si vous avez un groupe de sociétés, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hein. C'est-à-dire que seulement la société holding pourra demander l'aide. Par contre, les filles ne pourront pas la demander. Voilà. Stéphane aussi qui pose une question. Il a créé sa boîte d'escape game en décembre 2019. Il devait ouvrir en mai 2020, mais tout a été arrêté. Travaux décorateurs, H3 au PGE pour payer les loyers et les charges d'hiver. Ben, malheureusement, c'est pas prévu cette situation parce que vous avez été créé après janvier 2019, mais comme vous n'avez pas eu de salaire et comme il n'y a pas eu de chiffre d'affaires, ben, le PGE, je vois pas comment il va pouvoir s'appliquer. Là, malheureusement, vous faites partie des oubliés dans cette situation. Et là, je crois que le mieux, c'est d'aller voir votre banque et discuter, notamment au niveau des emprunts, pour les reporter, essayer de terminer coûte que coûte. Quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Sarah. On arrive malheureusement à la fin de ce workshop. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser directement depuis l'application si vous êtes client chez Shine, ou bien vous pouvez aussi les poser sur le site de Doux. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est en tout cas avec un grand plaisir qu'on a présenté ce workshop aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.